Tu roules sur une route à 2 voies. Le soleil glisse lentement derrière l'horizon. Le voyant d'essence s'allume. Devant toi, une petite ville. Et un seul conseil circule parmi ceux qui y vivent, ne t'arrête pas. Non, ce n'est pas le début d'un film à suspense. C'est une réalité bien américaine. On aime penser que le danger est localisé. Qu'il a une adresse précise, les grandes métropoles, les quartiers chauds, les zones déjà cataloguées. Mais si les endroits les plus violents du pays n'étaient pas bruyants, mais silencieux? Et s'ils ressemblaient à ces petites villes tranquilles auxquelles on fait un signe de la main en passant, jusqu'à ce que la nuit tombe et que les chiffres parlent enfin? Ici, on ne parle pas de statistiques superficielles. On parle de ce qui arrive quand les petites villes craquent sous la pression. Effondrement économique, route du trafic de drogue, force de l'ordre débordée, problèmes générationnels soigneusement dissimulés derrière des clôtures blanches impeccables. Des endroits où la criminalité violente ne dépasse pas juste la moyenne nationale, elle l'humilie. Et quand les habitants te disent de ne pas t'arrêter, ce n'est pas de la parano. C'est de l'expérience. Dans cette vidéo, on va passer en revue 10 petites villes américaines si violentes que même les locaux déconseillent de s'y arrêter pour faire le plein. Oublie les grandes villes dont tout le monde parle. Ici, ce sont des noms que tu n'as probablement jamais entendus. Et justement, c'est là que réside le problème. Au fil du classement, tu vas découvrir des avertissements que tu ne verras jamais sur une brochure touristique, des données que beaucoup de classements ignorent, et même une ville qui semble plus sûre que Disneyland, jusqu'à ce que la nuit tombe. Plus troublant encore, l'un des endroits les plus dangereux de cette liste signale à peine ses crimes. Et personne ne t'explique vraiment pourquoi. Tu penses savoir où se cachent les zones les plus risquées des États-Unis? Reste bien jusqu'au bout. Crois-moi, tu n'es pas prêt pour la suite. Abonne-toi, pas pour l'algorithme, mais pour ta conscience situationnelle. On commence. Numéro 10, Bogalusa. À Bogalusa, en Louisiane, les arbres murmurent, l'asphalte se fissure, et le taux d'homicide fait passer la Nouvelle-Orléans pour un parc d'attractions. Et soyons clairs, cette ville n'est pas là à cause d'une mauvaise année. Sa violence est constante, installée, presque structurelle. Avec moins de 11 000 habitants, Bogalusa reste officiellement une petite ville. Mais en matière de criminalité, elle joue clairement dans une autre ligue. Les violences y sont 3 fois supérieures à la moyenne nationale, et les homicides ont tellement explosé ces dernières années que même The Guardian a parlé d'une zone de guerre déguisée. Des dizaines de fusillades en une seule année. Ce n'est pas un accident. C'est un système. Guerre de territoire, gangs enracinés, police sous-financée, mal équipée, parfois engluée dans des jeux politiques locaux. Un habitant résumait la situation ainsi sur Reddit. Ici, on n'appelle pas le 911. On appelle la famille. À la fois touchant et glaçant. Ironie du sort, Bogalusa signifie littéralement au sombre. Un nom qui colle parfaitement à la réalité. Sous le vernis du charme sudiste, on trouve un cocktail explosif. Pauvreté chronique, économie à genoux, méfiance généralisée envers les étrangers, et parfois même entre voisins. Quelques chiffres pour poser le décor. Environ 2200 crimes violents pour 100 000 habitants. Près de 30% de pauvreté. Un revenu médian autour de 24 000 $. Des maisons à 85 000 $ en moyenne. Certains locaux l'appellent même Bodilousa. Le surnom fait sourire, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi. Tu traverses la ville au crépuscule. L'air est lourd, humide. Le soleil disparaît derrière un vieux château d'eau. Une station-service apparaît. Tu ralentis. Et puis tu te souviens des avertissements. Tu ne t'arrêtes pas. Tu continues. Sans même cligner des yeux. Et si tu trouves ça sombre, attends de voir la ville où les stations-service ne ferment pas plus tôt. Elles ferment définitivement. Numéro 9, Stilwell. Bienvenue à Stilwell, Oklahoma. La capitale mondiale de la fraise. Oui, vraiment. Sauf qu'ici, le taux de criminalité peut te cueillir bien avant les fruits. Moins de 4000 habitants. Et pourtant, assez de crimes violents pour occuper une équipe de policiers toute l'année. Stilwell ne se vend pas comme une ville dangereuse. Elle se vend comme mignonne, rurale, festive. Jusqu'à ce que les chiffres entrent en scène. En 2023, son taux de criminalité violente dépassait de plus de 5 fois la moyenne nationale. En clair, environ 1400 crimes violents pour 100 000 habitants, contre 380 au niveau national. Plus de 40% de pauvreté. Revenu médian sous les 25 000 $. Chômage élevé. Police locale sous-financée, dépassée par des réseaux intergénérationnels de gangs et des routes de méthamphétamine. Stilwell se situe dans le comté d'Adair, l'un des plus pauvres de l'État. Un territoire marqué par des décennies de négligence, de tensions liées aux terres tribales et de promesses politiques jamais tenues. Quand on coupe dans les services sociaux,
Qu'on abandonne l'économie locale et qu'on laisse la police sans moyens, le crime pousse plus vite que les fraises. Un message aperçu sur Facebook résume l'ambiance. La prison est pleine. Les fraises ne sont même pas de saison. Vivre ici a un coût émotionnel énorme. Quand tout le monde se connaît mais évite les regards après 18 heures, tu perds bien plus que le sentiment de sécurité. Tu perds la confiance. La communauté. Les délais d'intervention policière s'allongent, parfois à 2 chiffres. Un seul hôpital. En cas de problème grave, tu comptes sur ton réseau ou sur la chance. Le plus troublant. En plein après-midi d'été, Stilwell a l'air paisible. Des Porsche, des drapeaux, des chiens endormis. Mais cette maison fleurie a connu 2 fusillades l'an dernier. Et la station-service près de l'autoroute? Les habitants te diront sans détour, ne t'arrête pas. Ne ralentis même pas. Pourquoi les villes aux slogans les plus adorables affichent-elles parfois les statistiques les plus folles? Bienvenue à Stilwell, fraises et agressions secondaires. Difficile à imprimer sur une brochure. Malgré tout ça, Stilwell reste largement ignoré dans les plans de financement à l'échelle de l'État. Les infrastructures se dégradent, l'argent se tarit, et pendant que les élus sourient au festival de la fraise, les habitants murmurent à propos des coups de feu 2 rues plus loin. Charme en façade. Chaos en coulisses. Numéro 8, Alexandria. Alexandria, Louisiane. Ici, la cuisine est épicée, et les statistiques criminelles encore plus. Ne t'arrête pas pour l'essence n'est pas une exagération, c'est un conseil communautaire. À première vue, tout respire le sud, rues bordées de chênes, bâtiments coloniaux, chaleur moite qui ralentit le temps. Mais derrière cette carte postale se cache l'une des petites villes les plus violentes du pays. Avec environ 45 000 habitants, Alexandria affiche un taux de criminalité violente dépassant les 1400 pour 100 000. Presque 4 fois la moyenne nationale. Cambriolage, fusillade, agression, homicide. Et ce n'est pas nouveau. Les habitants te le diront, c'était déjà mauvais avant. Ça empire. Les causes. Pauvreté persistante autour de 30%, chômage élevé, services publics affaiblis, écoles sous-financées, traumatisme générationnel et une corruption locale profondément enracinée. Démission, enquête, lutte de pouvoir interne. Quand les responsables politiques se battent pour l'influence plutôt que pour la sécurité, le résultat est prévisible. Un internaute résumait la situation ainsi. Tout le monde a un cousin qui s'est fait tirer dessus. Et personne ne fait confiance à la police. À Alexandria, la peur est devenue une routine. Les sirènes ne font plus sursauter. On apprend quels quartiers éviter, ou ne pas se garer, quelle station-service est ouverte mais abandonnée. Et surtout, on s'échange des avertissements comme ailleurs, on donnerait des indications routières. Ajoute à ça une chaleur écrasante, des bâtiments publics dont la climatisation sera réparée la semaine prochaine depuis 2018 et des moustiques dignes de voitures de location. Si l'humidité ne t'assomme pas, l'ambiance pourrait s'en charger. Tu sors de l'autoroute à la tombée du jour. La station-service clignote faiblement. Le panneau open tient par miracle. Personne autour. Juste le silence, la chaleur et cette petite voix intérieure qui te dit « Ne coupe pas le moteur ». Alexandria incarne parfaitement cette idée. Ne jamais juger une ville à sa balançoire sur le porche. Elle a même tenté de se repositionner comme le cœur de la Louisiane. Belle formule. Aujourd'hui, elle ressemble surtout à une hémorragie sur la carte criminelle de l'État. Le plus grave, les dirigeants savent que la situation est critique. Un mémo budgétaire officiel de 2022 reconnaissait déjà les problèmes d'infrastructure et de sécurité. Traduction, ils savent. Mais soit ils ne savent pas comment agir, soit ils ne veulent pas. Et ça, c'est souvent le détail le plus dangereux. Numéro 7, Antranque. Antranque, Michigan. Un territoire minuscule, à peine quelques kilomètres carrés, mais une densité humaine, culturelle et criminelle qui te fait vérifier 2 fois la carte. Ici, tu trouves des pirogies à toute heure, l'appel à la prière qui résonne entre les immeubles, et des statistiques qui surprennent toujours ceux qui pensent connaître le coin. Antranque est une anomalie géographique. Une petite ville entièrement encerclée par Détroit, comme une poupée russe urbaine. Environ 28 000 habitants compressés dans un espace ridiculement restreint. C'est vivant, bruyant, incroyablement riche culturellement. Et selon la rue, l'heure et l'ambiance, étonnamment instable. Historiquement, la ville a été construite par des ouvriers polonais de l'automobile, avant d'être transformée par des vagues successives d'immigration. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus diverses des États-Unis. Ça, c'est la version officielle. La ligne en bas de page, celle qu'on ne met jamais en avant, c'est un taux de criminalité violente régulièrement plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale, porté surtout par les agressions et les vols. Concrètement,
on parle d'environ 900 à 1000 crimes violents pour 100 000 habitants. Des crimes contre les biens largement au-dessus de la moyenne de l'État. Des loyers encore abordables pour la région, autour de 900 $, mais des revenus médians sous les 35 000. Et surtout, l'une des densités de population les plus élevées du Michigan. Et c'est là que tout se joue. Quand tu compresses pauvreté, sous-emploi, tension culturelle et manque d'espace dans un périmètre aussi réduit, la pression ne s'évacue pas, elle explose. Ajoute à ça des services municipaux sous-financés, une police débordée par le volume d'appels, et une administration locale souvent critiquée pour ses conflits internes. L'ambiance peut changer en quelques secondes. Un habitant résumait ça parfaitement. Excellente bouffe, des gens formidables, mais ne part jamais du principe que chaque rue est tranquille. Tout en tranque tient dans cette phrase. Vivre ici, ça a un coût invisible. Émotionnellement, tu développes très tôt une conscience aiguë de ton environnement. Tu sais quelle rue respire la vie, et lesquelles te regardent un peu trop fixement. Financièrement, le loyer bas attire, mais l'assurance plus chère, les vitres cassées, les vols de voitures et le stress quotidien grignotent les économies. Ironiquement, Entranque est statistiquement plus sûr que Détroit. Mais dans la réalité, elle peut sembler plus intense. Moins d'espace, moins de sorties. Quand quelque chose arrive, tu es dedans, que tu le veuilles ou non. C'est probablement le seul endroit où tu peux manger un kebab incroyable à minuit et te dire dans la foulée « Ok, on ne s'arrête pas à cette station-service ». Et ne parlons même pas du stationnement. À Entranque, se garer relève du sport de haut niveau. Tu tournes, tu négocies par regard interposé, tu remets en question toutes tes décisions de vie. Et malgré ça, chaque voiture semble à la fois légalement, illégalement et spirituellement mal garée. Ajoute la neige, et tu passes en mode cauchemar. Le gouvernement local est sous tension permanente, faible base fiscale, demandes élevées, luttes politiques internes. L'aide de l'État est irrégulière, les investissements fédéraux quasi inexistants. Quand les dirigeants passent plus de temps à se battre entre eux, la sécurité devient réactive au lieu d'être préventive. Et les habitants ressentent ce vide, surtout la nuit. Et si Entranque te paraît intense pour sa taille, attends de voir ce qui arrive quand la population est encore plus réduite, l'isolement plus fort, et l'aide beaucoup plus loin. Numéro 6, Muskegon Heights. Muskegon Heights, c'est ce qui arrive quand une ville industrielle est abandonnée, mais que les problèmes restent. Si tu clignes des yeux, tu la manques. Une petite ville d'environ 10 000 habitants, coincée juste à côté des plages et des cartes postales du lac Michigan. De l'extérieur, on dirait un simple débordement urbain. De l'intérieur, c'est l'un des endroits les plus violents par habitant de tout le Michigan. Ici, le chaos n'est pas accidentel. C'est une conséquence directe de décisions politiques économiques. Les chiffres sont sans appel, environ 1600 crimes violents pour 100 000 habitants. Plus de 4 fois la moyenne nationale. Revenu médian autour de 22 000 $. Près de 35% de pauvreté. Loyer autour de 750 $. Bon marché pour une raison. Autrefois, Muskegon Heights vivait de l'industrie, usines, pièces automobiles, emplois syndiqués. Puis les usines ont fermé. La base fiscale s'est effondrée. Et la ville ne s'en est jamais remise. En 2013, l'État du Michigan a placé la ville sous gestion d'urgence. Les écoles ont perdu des financements. Les services publics ont été amputés. La couverture policière a diminué. Les habitants n'ont pas voté pour ça, mais ils en ont payé le prix. Et quand on retire les opportunités plus vite que les habitants, la violence s'installe dans l'espace laissé vide. Un commentaire local résumait l'ambiance. Personne n'est vraiment surpris. Juste fatigué. Ce n'est pas de la peur. C'est de l'usure. Vivre ici, c'est rester constamment sur le qui-vive. On ne traîne pas. On ne flâne pas. La nuit tombe vite, la confiance encore plus. Financièrement, le loyer bas donne l'illusion d'un bon plan, jusqu'à ce que l'assurance explose, que les fenêtres soient brisées et que chaque économie se paie en tranquillité d'esprit. Petit moment de sarcasme. Oui, le loyer est bas. Mais la marge d'erreur l'est aussi. Ajoute l'hiver. L'effet de lac transforme la neige en mur blanc. Les rues sont à moitié déneigées, les trottoirs optionnels, les lampadaires clignotent comme s'ils négociaient leurs heures supplémentaires. Résultat, mode survie activé. Muskegon Heights n'a pas échoué. Elle a été gérée jusqu'à l'os. Les comptes ont été équilibrés, pas les vies. L'investissement n'est jamais revenu. Et quand l'État s'est retiré, il a laissé une ville avancée à l'inertie et à la bonne volonté. La politique compte. L'absence de politique encore plus. Et si tu penses que Muskegon Heights est dur parce qu'elle a été laissée pour compte, la prochaine ville montre ce que l'isolement peut produire. Numéro 5. Pine Bluff. Pine Bluff, Arkansas. Des parcs agréables, des rivières paisibles,
et un taux de criminalité qui te pousse à faire le plein sans lâcher le volant ni le verrouillage des portes. Sur le papier, Pine Bluff coche toutes les cases de la ville de brochure. Verdure, rythme lent, atmosphère communautaire. Mais dès que tu regardes les chiffres, l'image se fissure. Environ 1650 crimes violents pour 100 000 habitants. Près de 5 fois la moyenne nationale. Criminalité contre les biens très élevés. Revenu médian autour de 29 000 $. Près de 37% de pauvreté. Un chômage constamment supérieur à la moyenne de l'État. Ici, les sirènes font partie du décor sonore. Les habitants plaisantent, un peu fatigués, en disant que c'est la bande-son officielle de la ville. Le contexte est connu, désindustrialisation, départ des entreprises, érosion de la base fiscale. Les autorités locales ont du mal à maintenir les services essentiels. Quand les budgets de sécurité fondent et que les programmes communautaires disparaissent, la tension devient la seule constante. Et voilà ce que les sites touristiques ne disent jamais. Les habitants ne te conseillent pas seulement où ne pas t'arrêter, mais aussi où ne pas marcher. Après la tombée de la nuit, la réponse est souvent polie, mais ferme, non. Pine Bluff se dit pittoresque. Elle oublie juste de préciser que le décor inclut parfois des douilles au sol. Imagine la scène. Tu es au bord de la rivière Arkansas au coucher du soleil. L'air est doux. Des enfants passent à vélo. Puis une sirène au loin. Pas pressée. Presque familière. C'est ça, Pine Bluff, de la beauté avec une ecchymose. Alors dis-moi, tu préfères un loyer bas avec des nuits tendues ou un loyer élevé avec des trottoirs silencieux? Dis pas cher mais flippant ou sur mes fauchés. Choisis ton poison. Abonne-toi, parce que savoir quelle ville éviter, aux États-Unis, c'est presque une compétence de survie. Les difficultés de Pine Bluff ne sont pas mystérieuses. Elles sont structurelles. Moins de recettes fiscales, moins de services sociaux, une police sous-financée. Quand l'État ne peut plus assurer l'essentiel, le crime s'invite, sans frapper. Et si Pine Bluff te donne l'impression que beauté et danger se frôlent dangereusement, attends la suite. La prochaine ville est encore plus calme en apparence. Et encore plus trompeuse. Numéro 4, Eloi. Eloi, Arizona. Une ville du désert qui a réussi l'exploit d'associer saut en parachute et gros titres criminels. Le tout au même arrêt. Situé entre Tucson et Phoenix, en plein désert de Sonora, Eloi est surtout connu pour ses cieux infinis, ses terrains de golf et la plus grande zone de parachutisme au monde. Sur les photos, c'est propre, lumineux, presque apaisant. Mais quand on gratte la carte postale, le décor change. Ici, la probabilité d'être victime d'un crime violent tourne autour d'une personne sur 163. C'est plus élevé que dans la majorité des villes américaines, toutes tailles confondues. Le taux de criminalité violente avoisine les 7,7 pour 1000 habitants, au-dessus des moyennes de l'Arizona et du pays. Et les délits contre les biens ne sont pas en reste. Cambriolage et vol dépassent largement la médiane de l'État. De jour, Eloi peut sembler tranquille, presque endormi. Mais les habitants savent que tout dépend du quartier et de l'heure. Le nord est généralement perçu comme plus sûr. Le sud et le nord-ouest deviennent nettement plus tendus après la tombée de la nuit. Un commentaire en ligne résumait l'expérience avec humour. Eloi, c'est comme manger un donut. Sympa au début, puis à mi-chemin tu te demandes pourquoi t'es là. Et quand l'aéroport affiche plus de flyers de sécurité que certaines stations-service n'ont de panneaux de voisinage vigilants, tu comprends que quelque chose cloche. Ici, les panneaux de pub vantent le parachutisme à perte de vue. Sautez ici partout. Mais presque aucun message du type « Restez prudent ». Comme si l'Office du tourisme et la sécurité publique ne jouaient pas sur le même terrain. Imagine la scène. Le soleil du désert frappe ton pare-brise, des buissons roulent au loin, les montagnes découpent l'horizon. Tu quittes l'autoroute pour faire le plein. Le silence est total. Trop total. Et soudain, tu te demandes si tu n'as pas franchi une frontière invisible. Le problème n'est pas seulement la criminalité. C'est une ville qui grandit, coincée entre deux métropoles, avec des infrastructures et des forces de l'ordre qui n'ont jamais vraiment suivi le rythme. Budget serré, services étirés, pression constante. Alors, question simple, tu sautes d'un avion ici, mais tu t'arrêtes pour l'essence ou pas? Dis saut d'abord ou essence en dernier. Numéro 3, Marksville. Marksville ressemble au genre de ville où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à ce que tu réalises à quel point il s'y est déjà passé trop de choses. Au cœur de la Louisiane, Marksville compte moins de 5000 habitants. Une place du tribunal, des cloches d'église, une rue principale figée dans le temps. Et pourtant, rapportée à sa population, la criminalité violente dépasse régulièrement celle de villes 10 fois plus grandes. Ce n'est pas du bruit statistique. C'est un signal clair. Les chiffres parlent, un taux de crime violent 3 à 4 fois supérieur à la moyenne nationale.
Revenu médian autour de 27 000 $. Plus de 30% de pauvreté. Un parc immobilier vieillissant, peu de locations, un marché de l'emploi limité, principalement dans le public et les services. L'histoire de Marksville n'a rien d'aléatoire. Isolement, stagnation économique, ressources policières réduites, et surtout une rupture profonde de confiance après une affaire de tir policier très médiatisée il y a quelques années. Cet événement n'a pas créé la tension, il l'a mise à nu. Comme le disent certains habitants, ici, on n'appelle pas la police en premier. On appelle la famille. Ce n'est pas une tradition locale. C'est un symptôme. Vivre à Marksville, c'est apprendre la discrétion. On ne traîne pas dehors la nuit. On évite les rues qu'on ne connaît pas. Le danger n'est pas constant, mais imprévisible. Et c'est souvent pire. Financièrement, les coups bas attirent. Mais en échange, les opportunités sont rares. Les jeunes partent quand ils le peuvent. Les autres restent parce que partir coûte plus cher que rester. Et le stress s'installe, lentement, sans bruit. Marksville a cette ambiance typique des petites villes qui font semblant que tout va bien. Tout a l'air calme, mais tout le monde sait exactement quelle rue éviter. Un secret collectif, jamais écrit, toujours compris. Et étrangement, c'est encore plus inquiétant que le chaos visible. Imagine le crépuscule. L'air est chaud. Les cigales couvrent presque tes pensées. Tu passes près de la place centrale. Ça semble sûr, jusqu'à ce que tu remarques le vide. Pas paisible. Vide. Et tu comprends que tout le monde est déjà rentré chez soi. Et si le danger de Marksville est discret, la ville suivante, elle, ne prend même pas la peine de le cacher. Numéro 2, Taos. Taos ressemble à une carte postale. Jusqu'à ce que les statistiques se glissent derrière le cadre. Taos est censé être paisible. C'est le mythe. Des artistes, des montagnes, des maisons en adobe baignées de lumière au coucher du soleil. Une destination choisie pour fuir le bruit du monde. Et pourtant, par habitant, Taos figure parmi les petites villes les plus violentes du sud-ouest américain. Pas dans l'imaginaire. Dans les données. Ralentissons un instant. Le taux de criminalité violente est environ 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Les crimes contre les biens, notamment les cambriolages et les vols, sont constamment élevés. Revenu médian autour de 36 000 $. Loyers élevés pour la région, souvent au-delà de 1 200 $. Et malgré l'argent du tourisme, environ 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est là le cœur du problème. Taos n'est pas pauvre. Elle est inégalitaire. Des résidences secondaires et des locations de courte durée côtoient des familles qui peinent à joindre les deux bouts. Cette fracture alimente vols, drogue, violences domestiques et agressions. Ce n'est pas une criminalité chaotique. C'est un contre-coup économique. Un commentaire local le disait bien. Taos est magique, jusqu'à ce que ton vélo disparaisse et que la police hausse les épaules. Et oui, les habitants préviennent les visiteurs. Calmement. Verrouille tout. Ne laisse rien dans ta voiture. Évite cette route la nuit. Quand les avertissements sont murmurés plutôt que criés, c'est souvent plus inquiétant. Taos s'épuise. L'isolement amplifie chaque problème. Quand quelque chose arrive, l'aide est loin. Les temps d'intervention s'allongent. Les petits délits ne sont même plus signalés. À quoi bon? Financièrement, c'est brutal. Loyers élevés, salaires bas, emploi saisonnier. Le tourisme maintient la ville à flot, mais ne la stabilise pas. Soit tu possèdes, soit tu es à un mois difficile de devoir partir. Ajoute une infrastructure fragile, éclairage irrégulier, longue distance pour les services essentiels, une connexion Internet capricieuse. On appelle ça vivre hors réseau. En réalité, c'est souvent se débrouiller seul. Imagine rentrer à pied après le dîner. L'air est frais, le ciel rempli d'étoiles. Tes pas résonnent. Tu réalises qu'il n'y a personne. Et personne n'arrive. À ce moment précis, Taos cesse d'être paisible. Elle devient exposée. Taos est l'exemple parfait de ces villes qui ont l'air sûres. Elle est magnifique. Et dangereuse, par habitant. Ce n'est pas une contradiction. C'est un équilibre mal géré. Police en effectifs limités, juridiction fragmentée, services sociaux sous-financés. L'État investit dans la préservation, pas dans la prévention. Et quand la beauté passe avant la stabilité, la criminalité s'installe discrètement. Et si Taos t'a surpris, la ville numéro 1 ne se contente pas de surprendre. Elle redéfinit complètement les avertissements. Numéro 1, Miami. Miami, Arizona. Des collines jolies, du cuivre rouillé, et un taux de criminalité qui dépasse largement ce que sa taille laisse imaginer. Ne te laisse pas tromper par le nom. Rien à voir avec la Floride.
Ici, on parle d'une petite ville minière du comté de Gila, environ 1500 habitants entassés sur moins d'1 km². Sur le papier, c'est charmant, route panoramique, centre-ville à l'ancienne, chaleur typiquement arizonienne. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Population, environ 1531 habitants. Criminalité violente, près de 9,7 crimes pour 1000 résidents. Bien au-dessus des moyennes de l'État et du pays. Coût du crime par habitant, environ 667 $ par an. Près de 32% de la population sous le seuil de pauvreté. Revenu médian autour de 44 000 $, modeste pour l'Arizona. Ici, le danger n'est pas cantonné aux ruelles sombres. Il fait partie du quotidien. La rue principale, avec ses dîners rétro et ses enseignes vintage, a aussi vu suffisamment d'agressions et de vols pour faire tiquer n'importe quel rédacteur de faits divers. Un conseil local revient souvent. Les couchers de soleil sont magnifiques. Mais ne t'arrête pas après la nuit. Et ce n'est pas une figure de style. Les cartes de criminalité, les forums de quartier et les témoignages le confirment. Vivre à Miami, c'est voir la ville à travers deux filtres. D'un côté, une petite communauté accueillante, des maisons bon marché, une valeur médiane autour de 75 000 $ et des salutations au bureau de poste. De l'autre, une vigilance permanente dès que le soleil se couche. Si on devait être honnête, le slogan pourrait être « Viens pour la vue, reste pour les statistiques ». C'est sarcastique, oui. Mais dire les choses frontalement serait encore plus étrange. La ville est couverte de panneaux célébrant son héritage minier. Beaucoup moins de rappels à la prudence. Pourtant, sur les réseaux de voisinage, plusieurs alertes de crimes peuvent apparaître sur un seul fil de discussion. Beauté et alerte cohabitent en permanence. Si tu pensais qu'une petite population rime avec sécurité, Miami prouve le contraire, à des kilomètres de désert près. Alors, tu choisis quoi ? Une petite ville magnifique avec des nuits tendues, ou une banlieue ennuyeuse mais sûre. Dis belle mais risquée ou fade mais tranquille. Abonne-toi. Parfois, le meilleur conseil de voyage, c'est de savoir où ne pas s'arrêter. Les difficultés de Miami ne sont pas le fruit du hasard. Une économie longtemps dépendante des mines, une croissance limitée, une base fiscale étroite. Résultat, des services publics, et surtout une police, constamment sous tension. Les plans pour diversifier l'économie et attirer plus de tourisme sont nécessaires. Mais ils ne corrigent pas instantanément des années de déséquilibre. Dans une ville aussi petite, chaque poste non financé, chaque service sous-doté, se ressent immédiatement. Et c'est précisément ce qui rend Miami si déroutante, et si dangereuse.